Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Situation tendue au Bénin où des centaines d'opposants sont descendus dans les rues de Cotonou ce jeudi. L'on dénonce des pertes en vies humaines. Reportage et analyse dans ce journal. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. Climat tendu également en Libye où les combats entre les forces gouvernementales et celles du général Khalifa Haftar ont entraîné le déplacement de milliers de personnes. Heather Murdoch est sur place à Tripoli. La liberté religieuse menacée dans le monde, c'est une enquête américaine qui l'indique. Elle pointe du doigt des pays comme la Chine ou le Nigeria. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Des centaines d'opposants béninois sont descendus dans les rues de Cotonou ce jeudi, où ils ont érigé des barricades enflammées pour défier les forces de l'ordre. Ce climat de tension intervient après des législatives boycottées par l'opposition qui en avaient été évincées. Une personne au moins est morte et 2 autres ont été grièvement blessées, dont une par balle selon un bilan provisoire. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. En début de soirée, Cotonou présente un calme précaire. L'armée béninoise et la police ont délogé les centaines de manifestants qui entouraient la résidence de l'ancien président Boni Yayi. Tout au long de la matinée jeudi, des centaines de manifestants, notamment des chauffeurs de taxi-moto, s'étaient rassemblés pour faire face à l'armée déployée dans la ville et qui a lancé des tirs de sommation à plusieurs reprises pour tenter de dissiper la foule toujours en colère contre les autorités. On continue, on continue. Nous n'avons pas fait de la prison. La prison est faite pour pas pour les chiens. C'est pour les hommes comme nous. Oui, pour nous, la démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. Les violences ont éclaté mercredi après-midi après le déploiement des forces de sécurité autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi dans la capitale économique béninoise. Il avait appelé au même titre que l'ancien président Nicéphore Soglo à boycotter le scrutin de dimanche dont l'opposition avait été exclue. Un son de cloche adopté par la rue qui exige la reprise du vote. S'il n'a pas peur des votes, il n'a qu'à reprendre les élections, soit il démissionne. C'est l'un ou l'autre. Il reprend les élections avec tous les partis en lice et nous verrons si le peuple approuve ces méthodes ou il reprend et le peuple n'approuve pas et il tire les conclusions. Les premières victimes graves, dont une touchée par des tirs de balles réelles, ont été annoncées ce jeudi. Sur les personnes amenées à l'hôpital dans la nuit de mercredi à jeudi, une femme a succombé à ses blessures. Un homme blessé par balle est toujours sous soins intensifs. Pour développer cette actualité, je vous propose de joindre à Cotonou Williandre Umbeji. Il est directeur de la communication à la présidence du Bénin. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Merci pour l'attention. Alors, quel est l'état de la situation sur le terrain en ce moment après les événements de ces dernières 24 heures? Écoutez, le pays est calme, la ville de Cotonou est calme. Les forces de défense et de sécurité essaient de favoriser le maintien de l'ordre pour permettre à la population paisible à l'occupation de travail à l'indication de cette situation. La ville a été l'objet jeudi ce matin de mouvements de foule opportunistes qui avaient pour objectif de perturber la circulation et la quiétude des populations. Alors, les conditions techniques téléphoniques sont assez difficiles. On va tenter encore pour une deuxième question. Mais comment en est-on arrivé à la situation qu'on a vue ce matin et même celle d'hier soir? Bon, de façon générale, il faut vous dire qu'il y a eu des réformes notamment du code électoral et de la charte des partis politiques, afin de permettre au Bénin de disposer de grands partis politiques plutôt que d'avoir plus de 250 partis comme c'était le cas avant la réforme. Il n'y a que certains acteurs politiques, certaines formations politiques n'ont pas réussi à remplir les conditions fixées par les nouvelles lois, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour prendre part au scrutin législatif. Et depuis que ce scrutin il a eu lieu,
dans certaines villes, notamment dans les villes considérées comme fiefs de l'ancien président Boni Yayi, des actes de vandalisme ont éclaté, des populations ont été physiquement agressées et l'État, le gouvernement, a décidé de maintenir l'ordre parce que c'est de son devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Alors, sauf que pour ces élections législatives, les seuls partis politiques qui ont réussi à se qualifier sont proches du pouvoir. Comment expliquez-vous cela? Mais cela est juste conjoncturel. Ce n'a jamais été l'objectif des lois votées par l'Assemblée nationale, y compris par les députés de la minorité. Ça n'a jamais été l'objectif donc de ne faire qualifier que des partis soutenant le pouvoir. Il se fait qu'au terme de la loi, il fallait remplir des conditions pour exister désormais comme parti politique au Bénin. Certains n'ont pas réussi. D'autres l'ont réussi, mais au moment de déposer leur dossier à la commission électorale, il y a des conditions substantielles qu'ils n'ont pas su remplir et conformément à la loi, la commission électorale a déclaré que leur liste était irrecevable. Et donc, conjoncturellement, nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là qui n'est pas souhaitable en démocratie. Personne n'a souhaité a priori que l'opposition ne soit pas qualifiée pour le scrutin. Et que répondez-vous? Que répondez-vous à ceux qui pensent que Patrice Talon est en train de décevoir les espoirs des Béninois? Écoutez, Patrice Talon est élu depuis 3 ans. Quand il a été élu, l'économie béninoise affichait un taux de croissance de 2,1. En 3 ans, il a porté à 6,8. Quand il a été élu, les cantines scolaires dans notre pays ne marchaient plus. Depuis 3 ans, il donne à manger à plus de 500 000 enfants dans nos écoles, partout dans le pays. Quand il a été élu, il a promis de donner l'eau potable à tous nos concitoyens d'ici à 2021, plutôt qu'à 2030, comme l'exigent les ODD. Et depuis 3 ans, nombre de nos localités sont couvertes de chantiers pour rendre disponible l'eau potable. Quand il a été élu, l'énergie électrique était aléatoire au Bénin. Depuis 3 ans, il a maîtrisé. Nous venons de construire la première centrale thermique de notre pays. Et je peux vous citer nombre de performances saluées du reste par les institutions internationales, les institutions financières comme FMI, Banque mondiale, les institutions de notation, autant de choses qui montrent que le Bénin fait des progrès. Et que pour vous, le bilan de Patrice Talon est pour l'instant positif. On va poursuivre ce journal. Merci Willéandre Oumbedi, directeur de la communication à la présidence du Bénin. La chancelière allemande Angela Merkel, qui effectue une mini-tournée sahélienne, a affirmé jeudi devant les étudiants de l'université de Ouagadougou qu'il fallait que l'Europe adopte une position commune sur la crise libyenne qui a facilité l'émergence des groupes armés djihadistes au Sahel. Hier déjà, Angela Merkel a appelé les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel en première ligne contre les djihadistes et dont les 5 chefs d'État étaient présents dans la capitale burkinabé. Je vous propose cet extrait de la chancelière allemande. Nous avons souligné l'ampleur de la menace terroriste, son caractère urgent et comment elle s'intensifie. Les présidents ont souligné à juste titre que la lutte contre le terrorisme est une tâche internationale et je comprends donc très bien qu'ils souhaitent obtenir un mandat de l'ONU pour une mission comme le G5 Sahel. Nous, du côté européen, devons accélérer notre engagement. Certaines choses ont commencé, mais d'autres prennent trop de temps du point de vue des pays concernés. Par conséquent, je m'engage à mettre en œuvre les choses de manière rapide et fiable, car nous avons besoin de développer notre crédibilité ensemble. Et comme nous l'avons déjà dit, nous sommes confrontés à de grands défis. Angela Merkel qui effectue également dès ce 2 mai une visite de travail et d'amitié de 2 jours au Niger. Les questions de sécurité devraient occuper le centre des discussions avec les autorités nigériennes. On parle notamment d'une rencontre entre la chancelière allemande et les responsables de la mission de l'Union européenne, une mission chargée de former les forces de sécurité locales qui sont confrontées aux menaces et actes terroristes qui minent cette région. Angela Merkel doit en outre rencontrer les acteurs de la société civile et visiter un chantier de construction d'un centre dédié aux femmes. C'est une révélation qui va faire beaucoup de vagues au Mali. Le massacre fin mars de près de 160 habitants d'un village Peul, Ogo-Sagou, dans le centre du pays, a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité,
C'est ce qu'estime la mission de l'ONU dans ce pays. La MINUSMA a en effet dépêché une mission d'enquête à Ogossagou du 25 au 29 mars après cette tuerie la plus grave qu'ait connue le Mali depuis 2012, qui a suscité une vague d'indignation populaire et des manifestations aboutissant un mois plus tard à la démission du gouvernement jugé incapable d'endiguer la hausse des violences liées aux groupes djihadistes et aux troubles intercommunautaires. Les combats en cours en Libye qui opposent à Tripoli le gouvernement soutenu par les Occidentaux au défiant général libyen Khalifa Haftar ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes forcées d'envahir la capitale libyenne. Les travailleurs humanitaires locaux font savoir qu'ils n'auront pas la capacité de prendre soin de ces familles si la guerre s'intensifiait, et les soldats à Tripoli semblent confirmer que la fin des combats n'est pas pour demain. Voici le reportage de Heather Murdoch à Tripoli. Depuis presque un mois maintenant, les banlieues de la capitale libyenne font face à de nombreux combats. Et selon les soldats, aucun des deux camps ne semble baisser les bras. Les combats ont commencé début avril, lorsque le général Haftar a ordonné à ses troupes de prendre le contrôle de Tripoli. Depuis lors, 42 000 personnes ont été déplacées et l'UNICEF avertit que plus de demi-million d'enfants sont en danger si la bataille se poursuit. Parfois, j'ai tellement peur que je ne peux ni parler, ni faire quoi que ce soit. Mon petit frère aussi. Ma mère essaie de lui expliquer, mais il a très peur. De nombreuses familles se cachent chez elles, craignant de partir. Et tandis que la bataille se poursuit, les travailleurs humanitaires affirment que les ressources s'épuisent. Nous avons très peur des déplacements massifs de population à raison de nos faibles capacités. Nous dépendons des personnes et des hommes d'affaires de Tripoli pour aider les familles. Nous craignons donc de ne pas recevoir suffisamment de soutien. De nombreux dirigeants libyens fondaient de grands espoirs sur les pourparlers de paix qui devaient avoir lieu en avril. Mais ceux-ci ont été annulés en raison de l'attaque de Tripoli par Haftar. La région occidentale était sur le point de devenir calme, pacifique et sécurisée avant le début de la guerre. Cette guerre engendrera la destruction et l'instabilité. Il est très difficile d'y mettre un terme. Tripoli a connu plusieurs guerres depuis 2011, lorsqu'un soulèvement de masse avait renversé un autre homme fort, Muammar el-Kadhafi. Les soldats et les analystes pensent que le seul moyen de mettre fin à ce conflit est la négociation. Il n'y a pas de solution militaire. Reportage donc de Heather Murdoch, le récit était de Gabi Dorsil. Le président américain Donald Trump a appelé ce jeudi à la fin de la répression brutale au Venezuela, où le président Nicolás Maduro a lui appelé l'armée à combattre les putschistes au lendemain de nouvelles manifestations contre lui. Nos prières accompagnent le peuple du Venezuela dans son juste combat pour la liberté, a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche à l'occasion de la journée nationale de prière. La répression brutale du peuple vénézuélien doit s'achever et doit s'achever rapidement, a-t-il ajouté. Les gens ont faim, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau dans ce qui fut l'un des pays les plus riches du monde. Les États-Unis, qui ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim, ont adopté de strictes sanctions économiques pour tenter de pousser Nicolás Maduro vers la sortie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Voilà, Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur les maladies pharmaco-résistantes. Elle pourrait provoquer le décès de près de 10 millions de personnes par an d'ici à 2050 si rien n'est fait. Littérature dans ce journal avec ce nouvel ouvrage de Melinda Gates qui vient de paraître. Elle nous dit comment l'autonomie des femmes change le monde. Linor Moudou l'a rencontrée. Et puis en sport, nous reparlerons de la Ligue des champions et surtout de l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage de la CAN 2019. Voilà, et nous sommes jeudi, c'est un rendez-vous avec la santé, c'est avec Mohamedou Oumfa. Mohamedou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Voilà, aujourd'hui nous parlons de résistance, de la résistance des microbes aux médicaments, selon donc un rapport de l'ONU paru le 29 avril. Si aucune mesure n'est prise, les maladies pharmaco-résistantes pourraient provoquer jusqu'à 10 millions de décès par an d'ici 2050. D'abord, à quoi renvoie la résistance à des médicaments? Eh bien, John, la résistance aux médicaments renvoie, c'est un terme général qui fait référence au fait que plusieurs types de micro-organismes, j'entends par là les bactéries, les virus, les champignons, des parasites, sont donc résistantes aux médicaments qui sont censés les combattre. Alors, le micro-organisme subit des modifications de telle sorte que les médicaments utilisés pour soigner la maladie qu'il provoque deviennent donc inefficace. Alors, lorsqu'un micro-organisme devient résistant à la plupart des antimicrobiens, il est souvent qualifié d'ultra résistant et c'est le cas par exemple de la tuberculose. Et il faut dire que la résistance aux antimicrobiens est devenue un véritable problème de santé publique, selon le rapport de l'ONU qui indique que les infections pharmaco-résistantes sont déjà la cause de 700 000 décès chaque année, dont 230 000 imputables, comme je le disais tout à l'heure, John, à la tuberculose multirésistante. Et si rien n'est fait, comme tu le disais, ces infections pourraient causer jusqu'à 10 millions de décès par an d'ici 2050, selon le scénario le plus pessimiste. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi cette résistance aux antimicrobiens, pourquoi parfois certains médicaments cessent de fonctionner contre certaines maladies? Eh bien, John, la résistance aux antimicrobiens est favorisée par une mauvaise utilisation des médicaments. Prendre un mauvais médicament ou même un bon médicament, mais de façon abusive, peut occasionner ces résistances. Il y a d'autres facteurs qui favorisent la pharmacorésistance. Par exemple, une mauvaise hygiène de vie pendant le suivi de son traitement ou une interaction entre les médicaments. C'est d'ailleurs pourquoi, John, quand on va à l'hôpital, le médecin demande parfois au malade s'il prend déjà d'autres médicaments pour éviter que l'interaction avec le nouveau médicament ne provoque des résistances ou même des effets indésirables. Alors, à cet effet, nous avons demandé conseil au Dr Guy Sumbou. Il est médecin à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il explique ce qu'il faut que les gens qui vivent, par exemple, avec le VIH-Sida, fassent pour minimiser les risques de résistance aux médicaments antirétroviraux. On va regarder. Pour minimiser les risques de résistance, il faut prendre très bien son traitement au bon moment, comme on l'a dit. Prendre également les bons médicaments. C'est-à-dire, on peut bien prendre les traitements, mais si les médicaments sont de mauvaise qualité, ça peut conduire à la résistance. Et puis, le client doit être honnête avec son médecin par rapport à son style de vie. Parce que si le client n'est pas honnête par rapport au style de vie, il peut mentir, et là, ça peut créer aussi des résistances. Mais l'élément le plus important, c'est que la charge virale est un élément très important parce que le client qui a une charge virale indétectable, il minimise les risques de résistance.
Et John, il faut vraiment insister sur cet aspect que vient d'évoquer le docteur Guy Soumou. Ce n'est pas parce que la personne vivant avec le VIH a une charge virale indétectable ou de manière générale, l'erreur que nous faisons souvent parfois, ce n'est pas parce que les signes cliniques ou les symptômes d'une maladie ont disparu qu'il faut arrêter de prendre ces médicaments. Il faut prendre les médicaments exactement comme prescrit par le médecin. Et enfin, John, le rapport de l'ONU interpelle les gouvernements qui ont évidemment une responsabilité pour lutter contre la pharmaco-résistance, par exemple en luttant contre les faux médicaments, qui sont un phénomène courant en Afrique, et en favorisant l'accès aux bons médicaments aux populations qui ne peuvent pas s'en procurer pour diverses raisons, des raisons parfois économiques, des raisons parfois logistiques, avec les distances, les routes qui sont longues, les hôpitaux qui sont très éloignés. Des informations très importantes, donc merci Mohamedou. On vous retrouve jeudi prochain. À jeudi. Vous avez certainement entendu parler de Melinda Gates. C'est la cofondatrice de la fondation Bill et Melinda Gates, créée en 2000 et qui a pour mission d'aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans un ouvrage qu'elle vient de publier et qui souligne comment l'autonomie des femmes change le monde, Melissa Gates évoque, entre autres sujets, ses efforts sans faille au cours des années pour autonomiser les femmes et les filles du monde entier et l'importance de la planification familiale et de la vaccination. Elle parle également des travaux de sa fondation Gates. Je vous propose cet extrait d'un entretien réalisé avec Linor Moudou de VOA Afrique. Eh bien, j'ai rencontré tant de femmes et de familles au cours de plus de 20 années de voyage dans de nombreux pays. Les histoires que ces femmes m'ont racontées au sujet de leur vie m'ont incité à passer à l'action. Et le livre est aussi une invitation aux autres à l'action. Par exemple, sur le plan de l'égalité, lorsque nous rendons les femmes égales dans la société, cela élève leur famille et leur environnement. Pour moi, l'égalité des femmes se manifeste lorsqu'elles ont leur voix et leur pouvoir décisionnel à la maison, dans leur communauté et sur leur lieu de travail. Je vois tellement de femmes et je me dis que si nous leur permettons d'avoir accès à des contraceptifs, elles peuvent planifier la naissance de leurs enfants. Elles peuvent continuer leurs études, travailler si elles le souhaitent. Leurs enfants seront en meilleure santé, elles-mêmes seront en bonne santé, avec une famille plus riche et mieux éduquée. Je pense que l'un des plus grands succès de la Fondation a été la vaccination. Pourquoi la mortalité infantile a-t-elle diminué de moitié depuis 1990? Deux raisons énormes, vaccination et moustiquaire contre le paludisme. Et nous avons élaboré des partenariats à grande échelle afin d'intensifier les vaccins dans de nombreux pays d'Afrique et du monde entier. Melinda Gates et Bagassi Koura nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Bonsoir Bagassi, on commence par les demi-finales de la Ligue Europa. Oui, bonsoir John, bonsoir à tous. Donc, ces demi-finales de la Ligue Europa ce soir. Les Allemands de Eintracht Francfort reçoivent les Anglais de Chelsea. Nous sommes à la mi-temps, un but partout entre les deux équipes. Et l'autre club de Première Ligue, Arsenal, accueille les Espagnols de Valence CF. C'est Arsenal qui mène à la mi-temps 2-1. Les deux rencontres, il faut le rappeler, se déroulent depuis 19h, temps universel. Et puis la Ligue des Champions, Liverpool n'a pas tenu hier face à Messi et le Barça. Le FC Barcelone, grâce à son efficacité et un sensationnel Lionel Messi, auteur d'un doublé, a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions en dominant sa demi-finale aller contre Liverpool 3-0 au Camp Nou. Le Barça qui rêve d'un triplé championnat, coupe et Ligue des Champions et d'un premier titre dans l'arène des compétitions européennes depuis 2015 a été bousculé par les Reds, bien sûr, mais Suarez à la 26e minute, puis Messi à la 115e et 82e minute. Messi, notamment auteur d'un but magique sur coup franc direct, ces deux joueurs lui ont assuré un large succès avant le match retour à Anfield la semaine prochaine. Et pour terminer, la Confédération africaine de football annonce l'utilisation dès les quarts de finale de la CAN 2019 de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Selon un responsable de la Confédération africaine de football cité par Africa Top Sport, l'assistance vidéo de l'arbitrage, ce qu'on appelle la VAR, sera utilisée dès les quarts de finale
de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Souleymane Ouaberi, président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse que la VAR ne sera utilisée ni lors de la phase de poule, ni au deuxième tour de la compétition. Pour mieux préparer donc les arbitres à ce système, nombre d'entre eux ont officié, qui doivent officier ces compétitions, ont participé à une formation de la CAF sur l'utilisation de la technique de la VAR. Merci, John. Merci, et à la prochaine. Imaginez que vous entrez dans un film ou dans un monde virtuel et que vous pouvez interagir avec ce qui s'y trouve. C'est maintenant possible grâce à la magie d'Hollywood combinée à la technologie de la réalité virtuelle. Et cela pour $20. Voyons cela donc dans ce reportage d'Elisabeth Lee. Le récit est de Morgane Guiriec. Une fois que les visiteurs franchissent ces portes, ils laissent la réalité derrière eux et entreprennent un voyage dans un autre monde. Dreamscape vous amène dans des aventures transcendant le temps, l'espace et la dimension. Imaginez un voyage dans un zoo rempli de créatures extraterrestres, une chasse au trésor ou encore une aventure sous-marine. J'ai oublié un instant que j'étais sur Terre, j'étais en réalité sous l'océan. Dreamscape rend cela possible en combinant le style hollywoodien de narration avec l'expertise de la construction de parcs thématiques. Et le tout prend vie à travers la réalité virtuelle. Notre technologie nous permet de suivre votre corps tout entier, tous vos mouvements et de vous reproduire dans un avatar. Nous vous enregistrons en tant que présence humaine dans un monde virtuel. C'est vraiment unique. Je pense que c'est probablement l'avenir du divertissement en termes d'expérience totalement immersive. Tu oublies un peu que tu es dans une pièce. Avant d'entrer dans le monde virtuel, les voyageurs doivent d'abord installer 4 capteurs, un sur chaque main et un sur chaque pied, porter un sac à dos et des lunettes de réalité virtuelle. Après cela, ils sont prêts à entrer. Nous effaçons la frontière entre le physique et le virtuel en vous permettant de caresser une créature terrestre ou d'avoir une lampe qui éclaire votre chemin et qui est présente physiquement. Et déclenche des effets spéciaux tels que le vent, la brume et les variations du sol. 6 personnes à la fois peuvent participer à cette expérience de 10 minutes en interaction. Et la société planifie déjà de nouveaux mondes à visiter pour les voyageurs, pour encore plus de découvertes. Fin de ce journal. Demain est un autre jour. Bonsoir.